Bien, alors, nous ouvrons maintenant notre deuxième table ronde qui est consacrée à la conjoncture politique. Et pour cela, je demande de me rejoindre à cette tribune à Christophe Barbier, Denis McShane, Pascal Perrineau, Brice Teinturier et Robert Vassoyan qui va présider notre débat. Oui, oui, vous avez le droit de les applaudir. Je sens des petites... Maintenant, la salle est chauffée. Peut-être pas par les perspectives radieuses que nous avons dessinées au début de la matinée, mais enfin, je crois qu'il y avait quand même aussi place pour l'espoir et pour la confiance. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie évidemment d'avoir répondu à notre invitation et je vous remercie encore plus d'avoir, comme vos collègues de la table ronde économique, soigneusement préparé cette table ronde. Les experts de la politique que vous êtes tous sont aussi obligés de devenir des spécialistes de l'économie et de la finance. Qui aurait pu jamais penser qu'un jour, la note financière de la France scellerait peut-être le résultat d'une élection présidentielle. Et en même temps, la politique, Dieu soit loué, a sa dynamique propre que vous allez nous aider à décrypter. Christophe Barbier, vous êtes directeur général des rédactions du groupe Express-Roularta et directeur de la rédaction de l'Express, familier pour tous nos amis des plateaux de télévision. Votre jardin secret, pas si secret que ça d'ailleurs, c'est le théâtre. Chacun interprétera comme il voudra le rapport avec cette autre passion que vous cultivez et qui est la politique. Je ne sais pas laquelle vous dévore le plus. Je pense que c'est probablement à égalité et les deux ne sont pas sans rapport. Denis McShane, votre dernière visite aux États de la France remonte à 3 ans, je crois, et vous nous manquiez. C'est pour ça qu'on vous a invité à nouveau cette année. Député aux communes, vous êtes probablement le plus francophile des élus britanniques, sans grande concurrence, il est vrai, et aussi le moins indulgent des élus socialistes pour vos homologues français, qui aiment bien, châtie bien en français, spare the road, spoil the child, si on dit comme ça dans votre pays. Nos deux autres invités sont aussi des fidèles des États de la France. Pascal Perrineau, vous dirigez le Centre de recherche politique de Sciences Po. À ce titre, vous avez publié récemment une vaste étude qui a fait un certain bruit, montrant une double tendance apparemment contradictoire des Français, qui manifestent un appétit croissant pour la politique, mais aussi un rejet tout aussi grandissant pour ceux qui la font. Nous verrons ce que peut produire ce cocktail détonnant dans les urnes au mois de mai 2012. Brice Teinturier, enfin, vous êtes le directeur général adjoint d'Ipsos France, mais au moins autant que le sondeur, c'est la finesse de vos analyses politiques dont les habitués des États de la France sont friands. À l'occasion des primaires socialistes, vous vous êtes beaucoup exprimé pour défendre votre profession, à vos yeux injustement attaquée. Vous n'échapperez, en tant que sondeur, vous n'échapperez donc pas à la question que dont tout le monde raffole, mais sans oser vraiment la poser. Qui, aujourd'hui, et j'insiste sur aujourd'hui, a le plus de chances de gagner l'élection présidentielle? Nous allons vous entendre tous les quatre dans un instant, mais je demande d'abord, selon la tradition, à notre président de séance de bien vouloir l'ouvrir. Robert Vassoyan, vous êtes directeur général de Cisco France et à ce titre, un des partenaires des États de la France. Merci beaucoup Gilles et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nos experts et intervenants. Alors ma responsabilité effectivement c'est de lancer un petit peu les débats de cette table ronde et j'avais envie de le faire en tant que chef d'entreprise et citoyen. Alors tout d'abord on peut se dire pourquoi la conjoncture politique. On voit bien que les défis et les enjeux se tournent autour de l'économie, la crise de la dette, du chômage, de la croissance et on pourrait presque continuer dans la lignée de la table ronde précédente. Et là, je serais peut-être un petit peu plus légitime. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on s'aperçoit que la crise est au moins autant politique qu'économique, voire même une crise du politique. Pourquoi la note de certains pays, ou la note de la dette souveraine de certains pays est dégradée ou risque de l'être? Beaucoup par scepticisme sur la capacité des politiques à prendre les mesures qui s'imposent, que ce soit la crise institutionnelle sur le déficit aux États-Unis,
la difficulté à faire évoluer de manière forte la gouvernance européenne, la difficulté à prendre les mesures difficiles mais nécessaires, à chercher l'union et le consensus, à tel point que parfois on remplace certains politiques par des gouvernements d'experts, comme si la chose économique était trop sérieuse pour être confiée aux politiques. Et quand je regarde au niveau mondial, je fais partie d'une entreprise mondiale, je m'aperçois que les pays occidentaux, pour simplifier les démocraties, aujourd'hui sont dans une situation de faiblesse économique et politique, avec de l'instabilité, des tensions potentielles. Et à l'inverse, on a des pays émergents qui vont plutôt bien économiquement et politiquement, ce qui est une très bonne chose, mais ce n'est pas forcément toujours au service de régimes démocratiques. Et donc, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, ma principale ou ma grande préoccupation tourne autour de l'économie. Et je souhaite plus de stabilité, de dynamisme, mais de lisibilité et de perspective. Mais en même temps, en tant que chef d'entreprise citoyen, peut-être que ma plus grande préoccupation, c'est l'affaiblissement actuel de nos systèmes démocratiques. D'autant plus que lorsqu'on y réfléchit, le bouleversement, bien sûr, est économique, mais il y a en parallèle aussi des bouleversements politiques majeurs, profonds, au niveau mondial, que ce soit les révolutions arabes, que ce soit l'instabilité de certaines régions en Afrique, en Asie, etc. La volonté des pays émergents de prendre une place plus importante à la table politique mondiale, et c'est tout à fait légitime. On a parlé de développement durable tout à l'heure, des enjeux démographiques, etc. L'affaiblissement actuel ou l'affaiblissement potentiel des démocraties aujourd'hui tombe mal. Parce que ça nous empêche de peser, d'influencer dans ce monde-là, et ça nous empêche de servir de modèle au moment où les peuples se réveillent. Alors, moi, je suis optimiste, donc je pose des problèmes, mais je suis optimiste. Je ne ferais pas mon métier si je n'étais pas optimiste. Je suis optimiste parce que je me dis que la fragilité des démocraties, c'est en même temps leur force, mais surtout, historiquement, on en a connu d'autres. Et on en est sorti avec plus de démocratie et plus fort. Et je pense qu'on vit un moment comme celui-là, peut-être un moment fondateur. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Churchill, puisqu'on est dans les citations anglo-saxonnes, disait « Never waste a crisis ». On a une opportunité, mais il faut se poser les bonnes questions et réfléchir à nos responsabilités. La responsabilité de toute la chaîne démocratique, du politique, bien sûr, parler vrai, chercher le consensus, arrêter de créer des illusions. Et peut-être que les eurobonds sont encore une énième illusion pour continuer à faire comme on a toujours fait. La responsabilité des citoyens. Est-ce que l'indignation, qui est un très beau sentiment, est la bonne posture aujourd'hui en Occident, alors que les démocraties sont potentiellement affaiblies par des systèmes autres? Alors je vais peut-être me faire disputer là-dessus par frère Samuel, mais je pose la question. Responsabilité des médias, de la presse. Est-ce que le catastrophisme qu'on nous sert aujourd'hui est juste? Il fait peut-être vendre, mais il aggrave une crise qui est une crise de la confiance, avant tout. Et puis, responsabilité des entreprises. On dit que le politique doit faire plus d'économies. Peut-être que les entreprises doivent aller vers plus de politique aussi, une sorte d'entreprise citoyenne 2.0, beaucoup plus concernée. C'est vrai que l'entreprise, son souci, c'est l'actionnaire, le client, l'employé. Mais c'est aussi le territoire, parce qu'on ne peut pas être responsable à moitié. Par exemple, dans un secteur comme l'IT, qui est très dynamique, ça passe par l'investissement dans les quartiers. Pour des entreprises du CAC 40 qui réussissent dans le monde entier, ça passe par le souci du pays et des filières. Voilà, donc je pourrais continuer comme ça. J'avais envie en introduction de poser cet angle du défi démocratique et de nos responsabilités. Et sans plus tarder, Gilles, je vous redonne le micro pour lancer concrètement le débat. Merci Robert, et vous interviendrez évidemment quand vous le souhaitez tout au long de ce débat. Alors, tradition maintenant, Ludo, tu rejoins le pupitre et tu nous donnes d'une certaine manière les enseignements très succincts, comme tu l'as fait pour l'économie, mais alors de ce point de vue-là, sous l'angle politique, enseignement de l'étude INSEAD. Merci Gilles. Je vais être plus succinct dans le domaine politique qui est plus difficile pour nous en termes d'école de gestion. Le bilan est sévère, surtout que si on peut décrire le boulot du politique, c'est vraiment le changement, c'est-à-dire d'introduire, d'annoncer, de discuter du changement. Et c'est là que le score est le plus sévère et le plus moyen. Donc il y a deux crises, c'est-à-dire la crise extérieure. Et puis il y a la crise intérieure parce qu'on ne réagit pas bien, c'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas, on ne prend pas les décisions qu'il faut. Donc ça, c'est un peu le bilan un peu sommaire, avec à nouveau, ce n'est pas tellement une question de compétence, de talent, d'intelligence française, c'est plus une compétence de changement et d'adaptation. Sur les priorités, je ne vais pas les lire toutes. Je vais noter ce qui est intéressant ou ce qui est peut-être plus différent. C'est quand même un plébiscite pour plus de compétences économiques dans la classe politique et aussi dans la société française.
Et là, le commentaire a été assez généralisé, y compris avec plus d'enseignement économique dans l'enseignement général du lycée et dans l'école. 2, une demande d'un esprit plus positif. C'est-à-dire la politique, ce n'est pas uniquement de détruire l'autre et de dire qu'on va défaire tout ce que le premier a fait. Et sans doute un esprit plus collectif, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble ici pour définir la France de demain, et plus d'éthique qu'on peut interpréter par plus d'altruisme et moins de moi et plus du collectif français où va la France. Finalement, plus d'introduction du monde dans la politique française, à 67%, et surtout de l'union à 17%. Je suis sûr que M. McShane va dire, plutôt que l'union à 27%. Finalement, le programme français Liberté, Égalité, Fraternité n'est pas achevé et est toujours en place. Tu apprendras qu'on ne peut jamais dire ce que va dire Denis McShane. Alors, nous allons rentrer dans le débat exactement de la même manière que tout à l'heure, avec 2 chapitres. À quoi ressemble 2012, premier chapitre, et deuxième chapitre, les conditions d'un quinquennat réussi, mais évidemment, dans les 2 cas, avec des lunettes politiques. Alors, sur le « à quoi ressemblera 2012 », il se trouve qu'en préparant cette réunion avec chacun d'entre vous, une question est venue très vite et qui a l'avantage de faire le lien avec la table ronde économique que nous avons eue tout à l'heure. C'était la capacité du corps social français à accepter la situation que crée la crise dans notre pays. Jusqu'où peut-il se résigner, accepter, subir, ou au contraire, se révolter face à la situation qui est créée par la crise? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu en France de mouvements sociaux d'envergure, comme il y a pu y en avoir dans d'autres pays. Est-ce que cette situation est durable, ou est-ce qu'au contraire, j'allais dire, le feu couve? Alors, vous aviez tous envie de vous exprimer sur ces questions. Donc, la première question, elle est pour vous 4. Écoutez, Christophe, par exemple, si tu veux bien prendre le ballon en premier. Sur 2012, donc. Voilà, 2012, et la capacité d'absorption par le corps social de la crise et de ses conséquences politiques, évidemment, et de ses conséquences politiques économiques. Je pense que la capacité d'absorption de la crise par les Français, par le corps social, est assez forte, pourvu qu'on ait une ligne nette, claire, une action déterminée, et qu'on ne fasse pas un pas à gauche, un pas à droite. Et je pense que l'opinion sera inflexible, cruelle, si elle a l'impression que ses leaders ou ceux qui prétendent la mener dans le quinquennat suivant ne lui montrent pas un chemin clair. Je pense que pour que 2012 soit réussi, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. C'est ce que j'appellerais les 3 V. D'abord, la vérité. Il faut dire la vérité au pays sur l'état des lieux. On a l'impression que de ce côté-là, les politiques ont fait des progrès, puisque les chiffres ont parlé, la réalité s'est imposée, donc même eux n'ont plus été capables de la masquer. On peut constater que certains leaders avaient de l'ancienneté et avaient pris les positions, les postures des Cassandres. Ça a été le cas notamment de Bayrou dès l'élection de 2007. On voit maintenant que ce langage de vérité, il traverse tous les partis et que l'utopie, l'irénisme, les promesses sont devenus une denrée un petit peu plus rare. Ça n'empêche pas les divergences, mais au moins de ce côté-là, on a fait un progrès. Sur la vérité de la situation et la vérité des remèdes à appliquer, je crois qu'on peut avoir un bon millésime 2012. J'en vois un premier signe dans la raréfaction des candidats, puisqu'apparemment les élus, les signataires qui peuvent parrainer des candidats, rechignent à le faire. Et les petits candidats, comme on dit, ont beaucoup plus de mal encore que dans les présidentielles précédentes pour réunir ces 500 paraphes. Ça serait pour moi le signe que les élus, cette espèce de sas qui qualifie les présidentiables, ceux qui sont dignes de se présenter, considèrent que cette fois-ci, en 2012, il ne faut pas plaisanter. Et il ne faut même pas être un candidat symbolique. Et on n'est pas là pour témoigner. Tout présidentiable doit arriver avec une crédibilité. Donc dire la vérité et dire la vérité sur lui-même, c'est-à-dire sur sa capacité à présider et à gouverner. Deuxième V. Deuxième V, vite, c'est la brutalité. Et je crois que les remèdes, quels qu'ils soient, et quelles que soient les solutions proposées, devront être des remèdes à application extrêmement rapide, les fameux 100 jours, et à résultat, si possible, à court terme. Exemple, le traité franco-allemand d'hier, où d'un côté, vous avez une droite qui nous dit, Alain Juppé ce matin, ouf, ça y est, c'est fait, on a le gouvernement économique. Pardon, on a une promesse de début de rédaction d'un traité. Il faut franchir vendredi, il faut franchir les ratifications, etc. Et on a à gauche les 2 voix ce matin discordantes
d'un côté de Pierre Moscovici qui dit on se presse, on pouvait attendre, c'était pas la peine de bousculer comme ça les institutions et de lancer un nouveau traité, et Hollande qui dit oh là là, un traité, mais ça sert à rien, c'est pour dans beaucoup trop longtemps, il fallait agir sur la BCE tout de suite et sur les eurobonds tout de suite. Sachant qu'évidemment, si on agit sur ces 2 points, les Allemands se braquent et donc on ne peut pas faire le traité. Enfin, vous voyez, sur ce rythme-là, ce tempo, le fameux vite, on est en désaccord et on est en confusion. Puis le 3e V, c'est la vision. C'est que les Français veulent bien souffrir fort et vite, pourvu qu'on leur dise, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, vos enfants, voilà la France que je leur promets, voilà la France que je leur propose. Et de ce côté-là, on est au degré 0 dans les programmes et dans les propos des candidats. Le 1er V, vérité, je trouve que ça va. On progresse sur la catégorie d'hommes et de femmes d'État crédibles. Le 2e V, sur le vite, on est dans la contradiction à l'intérieur de chaque camp et entre les 2 camps. Sur le 3e V, on est dans la nullité. Alors, attendons, on peut comprendre que pour des raisons tactiques, ni le président sortant qui veut se présenter fin mars, ni le candidat désigné par la gauche et favori pour la gauche qui veut développer ses idées mi-janvier n'aient envie de dévoiler leurs cartes. Mais moi, quand je vois des gens ne pas avoir de vision à long terme, je ne pense pas qu'ils la cachent vu l'urgence de la situation. Je pense qu'ils n'en ont pas et qu'ils nous mentent. Merci Christophe. Alors Pascal, même question avec peut-être un petit ajout. Quelle pourrait être l'expression du corps social et du corps électoral français face à la situation qu'il vit aujourd'hui? Pas forcément uniquement dans la rue, mais également dans les urnes, en termes d'abstention, en termes de vote pour les extrêmes. Quels sont vos scénarios? On a parlé beaucoup de scénarios économiques. Votre scénario politique pour 2012? Alors, d'abord, la capacité du corps social à accepter la crise et le type de réaction que ce corps social peut avoir. Attention à notre capacité de prévision. Quand vous prenez les grandes crises récentes ou plus anciennes, l'hiver 95, mai 68, attendez, 6 mois avant, les scénarios étaient plus iréniques les uns que les autres à peu près. Personne n'avait vu la crise venir. Donc on peut avoir aujourd'hui, se dire, bien sûr, c'est très différent de 1929. En 1929, dès les années 20 et les années 30, on sentait de multiples signes au plan politique d'expression de la réaction qui allait se mettre en place dans l'espace de la gauche, dans l'espace de la droite radicale. Mais pour les crises plus récentes, notre capacité, là, il y a une grande difficulté à prévoir. Alors, les fondamentaux, ils ne sont pas très bons. Il y a plusieurs indicateurs dans toutes nos enquêtes qui montrent que les indicateurs de ce que Jean-Louis Missika, le sociologue, appelait il y a de nombreuses années maintenant la politisation négative, sont élevés. C'est-à-dire, les Français sont politisés aujourd'hui, ils ont envie de dire leurs mots, même s'ils ne sont pas du tout contents de la manière dont ça se passe, mais c'est une politisation négative, comme le dit Jean-Louis, c'est-à-dire une politisation pour en découdre. Alors, il y a plusieurs manières d'en découdre. Il y a l'abstention protestataire. Je vous ferai remarquer que depuis 2007, toutes les élections, quelles qu'elles soient, législatives, municipales, cantonales, régionales, européennes, ont battu le record d'abstention. 2007 qui était un bon millésime de ce point de vue-là. La présidentielle, voilà, uniquement. Absolument. Parce que quelques pas la mois plus tard, voilà, oui. Et que cette abstention est une abstention de plus en plus protestataire. Ce n'est pas une abstention d'indifférence, c'est une abstention qui est une abstention avec un fort contenu protestataire qui n'empêchera pas ces gens le lendemain de se retrouver éventuellement dans la rue. Premier point. 57% aujourd'hui des Français nous disent « moi je suis prêt à descendre dans la rue pour défendre mes idées ». 57%. C'est un des taux les plus élevés dans l'ensemble des pays européens. Deuxième visage, quand il y a une crise comme celle-là, il y a, vous savez ce que disait Albert Hirschman, un économiste américain, quand les loyalties sont en crise, il y a 2 types de stratégies. Il y a la stratégie d'exit, on sort du système, l'abstention, puis il y a la stratégie de voice, de protestation. Et là, il va falloir suivre attentivement les candidats ou candidates qui sont porteurs de cette protestation. Alors, la protestation, pour l'instant, semble plus se développer dans l'espace de la droite que de la gauche, mais il faudra suivre attentivement aussi le destin d'un candidat, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, une fois qu'il aura la visibilité qu'il n'a pas encore aujourd'hui. Et il faudra suivre le destin, bien sûr, électoral
de Marine Le Pen. Ce que vous nous dites, c'est que les candidats républicains ont tout de même intérêt à une forte abstention. Si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, paradoxalement. Oui, peut-être, parce que c'est vrai qu'un des ennemis du vote, en particulier en faveur de Marine Le Pen, étant donné la composition sociologique de son électorat, eh bien, ce sont les ouvriers et les employés qui s'abstiennent. Hein. Très bien. On a un premier tableau comme ça dessiné. Le collègue de Winston Churchill, Never Waste a Crisis. Comment vous voyez la situation française que vous connaissez parfaitement bien, mieux que nous tous ici, mais avec un œil peut-être plus extérieur, justement, sur le plan politique? Moi, je crois que les 2 ans qu'on considère 2012-2017 sont les 2 ans les plus fascinants dans la décennie à venir. Ouvrons avec janvier, ça va être le WEF, le World Economic Forum à Davos, mais sans neige. Donc, c'est terminé. Les vacances de ski, et c'est un bon moment de fermer WEF. L'ère de Davosman, c'est révolu, c'est parti. En février, on passe à le 60e anniversaire de Sa Majesté la Reine. Et on se rend compte, l'Europe se rend compte que les pays les plus heureux, les pays nordiques, Pays-Bas, Espagne, l'Angleterre, sont tous des monarchies. Donc, mon ami Pierre Moscovici a écrit il y a quelques années « Donnez-nous un président pour l'Europe ». Moi, je dis « Donnez-nous un monarque pour l'Europe ». Mars, il y aura un nouveau président de la Russie, pas de surprise. Avril, le 50e anniversaire des fondations des Rolling Stones et le 100e anniversaire du naufrage de Titanic. Donc, moi, je crois que l'euro, c'est plutôt Rolling Stones que Titanic. Mais il y aura un nouveau président de la France qui sera juin. L'Angleterre et la France passent en Ukraine pour la Coupe de l'Europe. Bernard-Henri Lévy sera glissé, introduit dans l'équipe française pour libérer Julia Timoshenko avec l'aide de l'aviation française. Et bon, si on fait le flash forward, comme on dit en anglais, à 2017, la reine sera toujours là. Monsieur Poutine sera toujours là et le président de la France va changer. Et l'euro sera toujours là aussi. Bon, l'Allemagne a finalement accepté que tous les pays de l'Europe ne peuvent pas être les pays exportatrices. Quelqu'un doit acheter une Porsche et une Mercedes. Et si on n'achète pas, si on n'importe pas, le modèle allemand s'écroule. Donc, ils acceptent. On aura des nouvelles biographies de Pierre Mendès France et Antoine Pinet. Et on accepte, comme a dit François Hollande, que la dette, c'est l'ennemi de la gauche. Non, François, la dette, c'est l'ennemi de l'Europe. On doit se désendetter. Et la France va accepter que 60% de l'économie de l'Europe, c'est dans les services, mais que 20% est ouvert à la concurrence. Et donc, cet été, quand j'ai fait le voyage Genève-Bretagne avec 3 de mes enfants, une fille mal à la tête, je me suis arrêté à la service de station de gaz, quelque part sur l'autoroute. Je cherchais une aspirine ou un ibuprofène. Ah non, monsieur, il faut aller chez une pharmacie. J'ai dit, c'est une droite humaine d'acheter une aspirine sur une autoroute. Et la France doit accepter là qu'il faut casser ces petites clientélismes, corporatismes et closed shops. Il sera possible d'acheter une maison en France, moi je n'ai pas de l'argent, ou un chalet ou un appartement, sans passant par un notaire. Est-ce qu'il y a des notaires ici? OK. Et on va très vite commencer à réinventer notre économie de services. Commençons avec les universités, parce que les universités françaises et européennes sont nulles. Ils sont étatiques, ils sont pleins des vieux profs. Tous mes amis qui sont des intellos de gauche, qui sont des profs à l'université, passent le matin en disant l'État, l'État, que l'État, et toute l'après-midi en remplissant les applications pour être un prof à Harvard ou Yale ou aux États-Unis. Et en effet, il faut plus de McGill, de Stanford, de Harvard, de Yale en Europe. Ça, c'est un défi pour une révolution pour la France. Je vois votre cahier qui a beaucoup de pages écrites. Je prends finalement, l'inquiétude. Gilles, toi et moi, dans le même panier.
2017, la France sera de plus en plus âgée. Et il faut des jeunes, parce qu'on ne veut pas être versé dans des foyers des âgés, on veut vivre dans nos maisons, il faut des jeunesses qui viennent nous aider à vivre bien. Et donc la France va signer un accord avec la Turquie pour laisser la jeunesse de la Turquie entrer en France. On peut reformer la France pour un pays moderne pour l'ère après 2017. Ce qu'il y a de formidable avec Denis, c'est qu'il ne répond pas aux questions qu'on lui pose, mais il le fait d'une manière tellement merveilleuse qu'il coupe toute velléité de l'interrompre. Alors, on y reviendra quand même, parce que vous avez... Il y a des choses sérieuses à dire aussi. Oui, mais on les a décelées, les choses sérieuses aussi, derrière le ton humoristique. Brice, revenons à la question initiale. L'expression, la réaction politique potentielle, selon toi, de 3 ans de crise économique et financière galopante, croissante. Et peut-être, Codicil, on sait depuis hier que ce fameux triple A qu'on savait menacé est aujourd'hui plus que menacé. Quel serait l'impact politique d'une perte pure et simple de ce triple A, et peut-être même en sautant 2 échelons, puisque c'est cette perspective-là que Standard & Poor's nous laisse entrevoir? Alors avant de répondre au triple A, où en est le pays en termes de résignation ou de colère? Moi je crois que le chaudron bouillonne, qui bouillonne de colère et de ressentiment beaucoup plus que de résignation, mais qu'il y a une espèce de cocotte minute qui s'appelle la présidentielle de 2012 et qui permet au moins jusqu'à cette échéance de faire en sorte que le chaudron n'explose pas maintenant. Après, je suis personnellement beaucoup plus inquiet, quel que soit le président élu. On verra comment les choses peuvent se structurer. Mais je vois 2 ou 3 grands motifs, malgré tout, d'être, on va dire, raisonnablement inquiet, même s'il faut être un pessimiste actif, mais raisonnablement inquiet sur l'état du pays. Premier élément, c'est la coupure gigantesque, on ne le dira jamais assez, qu'il y a entre les milieux populaires et la façon dont est gouverné non seulement le pays, mais d'une manière générale, l'Europe. Cette coupure, elle ne cesse de s'aggraver. Les milieux populaires et la classe moyenne inférieure ont aujourd'hui le sentiment que le système les écrase, c'est vraiment ça, et que pour que certains puissent monter, eux doivent descendre. Et on n'a jamais vu une coupure aussi importante. Je vois un second motif quand même d'inquiétude aussi, c'est la question de la jeunesse, elle a été évoquée tout à l'heure, et la question de l'emploi, notamment des jeunes. Donc pour l'instant, ça bouillonne, on va dire, avec l'idée que la résolution peut peut-être se faire par les urnes plutôt que par des actions qui seraient des actions collectives dans la rue. Mais il ne faut pas se tromper sur l'état du pays, il y a quelque chose ici de sérieux. Le deuxième point, je crois, qui est important à souligner, c'est que les préoccupations sont, dans ce climat de crise, orientées autour, oui, de la crise économique pour le pays, oui, des déficits publics, oui, du chômage. Mais quand on demande, et on l'a fait avec le CEVIPOF, aux Français quelles sont leurs préoccupations personnelles, la première réponse, c'est le pouvoir d'achat. Et ça reste extrêmement, je crois, présent et potentiellement inquiétant aussi dans cette espèce de chaudron. C'est que les Français ont le sentiment que la crise, on y est depuis une trentaine d'années, qu'en face, il n'y a pas de résultat. C'est une crise du résultat et de l'efficience aussi du politique, on l'a souvent dit ici, de sa capacité à résoudre les grands problèmes. Et qu'aujourd'hui, ils se disent que non seulement le chômage est toujours là, mais le pouvoir d'achat reste une revendication importante dans un climat qui, naturellement, est tout le contraire, dans un climat qui va appeler des politiques de rigueur de plus en plus fortes. Et vous le verrez cet après-midi dans Le Monde, on a produit notre 8e vague d'un baromètre avec une question justement sur la rigueur budgétaire et fiscale. Et aujourd'hui, même dans le contexte actuel, une majorité de Français considère plutôt qu'on va trop loin dans cette rigueur. Une petite minorité nous dit qu'on est au bon niveau, et puis on en a qui considèrent qu'on ne va pas assez loin. Donc les choses sont très partagées encore sur le diagnostic, et les Français ont le sentiment d'être dans une société depuis longtemps, dure, inégalitaire, et dans laquelle leurs principales revendications ne sont pas satisfaites. Donc je crois que tout cela va se réguler jusqu'à l'élection, parce que c'est ça aussi le propre des démocraties, oui, c'est de résoudre les conflits par le vote ou par les urnes. C'est l'après qui sera peut-être beaucoup plus difficile et beaucoup plus préoccupant. Sur le triple A, tu entendais à la radio ce matin une confidence qu'on prête à Nicolas Sarkozy en disant « Si on perd le triple A, je suis mort ». Bon, je ne sais pas si la confidence est exacte, peu importe. Est-ce qu'il y a un effet politique, j'allais dire prévisible, du triple A avec un degré de certitude élevé? Il y a déjà une chose que l'on sait toujours dans cette enquête, donc pour Le Monde, France Télévisions et Radio France.
On avait posé 2 questions à propos du triple A. Et je me disais qu'on n'était pas tout à fait dans l'actualité, puis finalement l'actualité nous a rattrapés. Première question, c'était une question tout simplement de notoriété. Est-ce que le triple A, c'est l'affaire d'économistes ou d'un petit milieu, ou est-ce que c'est quelque chose que les Français aujourd'hui ont intégré? Ça ouvre le journal de RTL à 7 heures. Réponse, massivement, oui. 80% des Français nous disent qu'ils voient ce dont il s'agit ou qu'ils en ont entendu parler. Deuxième élément de réponse, est-ce que l'éventuelle perte du triple A est perçue comme quelque chose de grave? Réponse, oui, majoritairement. Les Français ont parfaitement intégré que la perte du triple A aurait des conséquences négatives graves. Alors de là à dire que cela signerait définitivement l'échec de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas, c'est une autre affaire, il faudra compléter là la réponse. Vous n'avez pas d'éléments là-dessus, objectif de sondage? Non. Non, parce qu'on n'en est pas quand même dans la critique qu'on peut faire des sondages à tester des hypothèses non réalisées et interroger les gens sur les conséquences de ces hypothèses non réalisées. Oh, je devrais bien trouver quelques contre-exemples. On essaye quand même de faire un peu attention. Mais bien évidemment que ça contribuera aussi potentiellement à une crise du résultat. Cela dit, on sera après dans la question des solutions. C'est celle-là qui intéresse prioritairement les Français. OK. Alors justement, Christophe disait tout à l'heure dans son topo que pour l'instant, sur la vision, sur les propositions, on est à un niveau très très faible. Est-ce que c'est pas tout simplement que et la gauche et la droite, indépendamment des stratégies personnelles des candidats, ont pour la première fois un mal fou à identifier les vrais points de clivage qui leur permettront de s'opposer et de se distinguer? Les deux, puisque évidemment une élection par définition c'est une compétition. Sur quel point, messieurs, pensez-vous que va se faire le clivage droite-gauche en 2012 et au début de la campagne, que tout le monde situe à peu près au début de l'année 2012? Qui veut répondre à cette question complexe? Non? Brice vient de prendre la parole. Allez, Christophe, il y a longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui, je crois que c'est plus grave, hélas, hélas. Je pense qu'en effet, il y a une crise de l'action politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la réalité est plus forte qu'eux, qu'ils vont subir la politique que la réalité les obligera à mener et qu'ils ne vont pas agir pour appliquer la politique qu'ils auront promis de mener pendant la campagne. Donc en effet, on a l'impression que sous le tsunami de la crise, eh bien, quel que soit le capitaine du bateau, le bateau, il ira globalement dans le sens de la grosse vague qui nous porte et qui nous noiera peut-être. Mais je pense que c'est plus grave, parce qu'on pourrait se dire, oui, bien sûr, on est dans la crise, donc la marge de manœuvre est réduite et on va choisir surtout un profil politique, un homme ou une femme de caractère, quelqu'un qui saura s'entourer, qui saura, sous des contraintes qui s'imposent à lui, marquer son originalité et travailler pour le pays. Mais hélas, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense qu'on a affaire en ce moment, dans notre pays, à une double crise intellectuelle, philosophique des deux familles politiques. Je pense que la gauche est explosée et la droite épuisée. La droite est épuisée. Elle est depuis très longtemps au pouvoir. Amusez-vous à comparer les images télé ou les photos des gens de l'exécutif aujourd'hui et il y a 4 ou 5 ans. C'est frappant. Ils ont beaucoup plus mal vieilli que nous. C'est terrible. Surtout que nous. Surtout que nous. Le pouvoir les a quand même abîmés. Et je ne parle pas seulement du président ou du Premier ministre. Regardez les ministres, ils sont quand même épuisés. Il y a un épuisement aussi intellectuel. Je suis frappé de voir la différence entre la profusion d'idées qui surgissaient des conventions de l'UMP 2006-2007, même 2004-2006, où il y avait beaucoup d'idées nouvelles, originales, inédites. Pas toutes ont été appliquées, mais enfin, ça bouillonnait. Et quand l'UMP se réunit aujourd'hui, c'est pour nous dire on va remettre la blouse dans les écoles et réveiller les lois Pasqua pour les nationalités. C'est quand même beaucoup plus pauvre intellectuellement. Et puis on a un épuisement à droite, je trouve, sociologique. La jeunesse étant beaucoup plus rétive à aller vers la droite qu'elle ne l'était en 1995 avec Chirac et en 2007 avec Sarkozy, je ne vois plus d'armée de réserve, ni parmi les élus du rang, ni parmi les cadres supérieurs, si j'ose dire, de la droite, qui seraient appelés à refonder, à reformer des gouvernements si Sarkozy était réélu. À gauche, c'est pareil et presque pire. Je trouve que la gauche est très explosée. On voit bien comment la querelle des ambitions a fait passer le Parti socialiste du stade primaire au stade sauvage. Et Hollande n'a jamais été aussi faible et fragile que depuis qu'il a gagné la primaire. Il est attaqué de toutes parts. Il y a de tous les côtés des gens qui spéculent sur sa défaite. Et ce n'est pas parce que l'homme manque d'autorité, même si c'est un des défis personnels qui lui sont posés, c'est aussi parce que dans son camp, on a d'un seul coup lâché les fauves. Donc il y a une vraie fragilité de ce côté-là. On a une fébrilité des alliances. Les épisodes entre les Verts et les socialistes ont été assez éloquents. Et puis on a une vraie caducité, une vraie fragilité du corpus d'idées et de l'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas plus
du côté des travaillistes anglais que des sociodémocrates allemands, que des socialistes français, on ne peut définir le socialisme ou la social-démocratie. Il y a une véritable crise de définition d'identité qui, pour cette famille-là, les fait avancer quand même sur un fil ténu au-dessus du vide. Alors peut-être vont-ils gagner, il y a des logiques électorales, il y a des logiques de colère sociale, il y a des logiques profondes aussi d'alternance et de respiration démocratique. Peut-être vaut-il mieux au pouvoir une gauche explosée qu'une droite épuisée, ça le peuple en décidera, mais c'est extrêmement inquiétant. C'est pour ça que quand tu dis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelles sont leurs grandes options, non seulement je pense qu'ils n'auront pas forcément le choix et la liberté de manœuvre, mais je pense que même si d'un seul coup tout s'améliorait et qu'en mai l'aube économique se lève et que la crise ne soit plus qu'un lointain souvenir ou un proche souvenir, je ne suis pas sûr qu'ils seraient, à droite comme à gauche, capables d'appliquer une politique qu'ils n'arrivent pas à inventer. Denis, je vous demande juste de répondre à la question que je vais vous poser. Sur ce que vient de dire Christophe sur l'épuisement de la social-démocratie européenne. Vous en êtes un des acteurs au Royaume-Uni. Vous acceptez la critique de Christophe ou vous lui répondez quelque chose? Oui. Oui? Si tu veux des réponses, ouais. Bon, ok. Moi, je crois qu'on est dans une ère de transition. Les 30 glorieuses, welfare state, Sozialmarktwirtschaft, est arrivé à leur terme dans les années 70. On avait une décennie à peu près de confusion, de stagflation, la fin de... On avait 3 présidents faibles, Nixon, Ford, Carter. On avait 4 gouvernements, 4 élections et 5 gouvernements en Angleterre. L'Europe ne savait pas où il allait. Et on est arrivé après, début des années 80, Reagan, Thatcher, Mitterrand décidant de rejeter le protectionnisme. Alors, on avait 30 ans à peu près de mondialisation, en ère plus libérale. Et ça s'est stoppé à la crash de 2008, n'est-ce pas? Maintenant, on est dans une ère de transition. On a exactement la même sensation, les gouvernements qui changent, le président américain faible. Dans les années 70, c'était le défi du Japon, maintenant c'est la Chine. Dans les années 70, on était toujours en Vietnam, maintenant c'est Afghanistan. On avait des grands bouleversements en Afrique du Nord. Et franchement, je vois un peuple très fébrile. On n'a pas du tout un seul auteur. Moi, je lis espagnol, allemand, j'étais à Madrid hier, anglais, je parle avec mes amis nordiques. Il n'y a pas un seul qui définisse le nouveau équilibre. C'est très difficile d'être président ou premier ministre dans une ère de transition. Donc, je crois qu'on va facilement voir des changements politique. Et oui, la sociodémocratie est toujours faible dans une période de transition. On aime un modèle stable et puis on peut s'attaquer. Mais c'est très curieux. Les périodes des 30 glorieuses, c'était très mauvaises pour le parti de gauche. Il y avait De Gaulle, Adenauer, les chrétiens démocrates, Macmillan, Heath, et la gauche était exclue du pouvoir. Les 30 ans néolibérales, 21 ans de pouvoir socialiste en Espagne, 13 en Angleterre, Mitterrand en France. Donc plus de libéralisme, plus de la gauche. Juste un mot pour compléter. Au-delà de la social-démocratie, il y a une crise étrange de la démocratie. Regardez, aux États-Unis, il y a un fils qui a succédé à son père, ou presque, les Bush. Entre père et fils, ils ont géré le pays. Il a fallu avoir Madame Clinton succédant à Monsieur Clinton. En Angleterre, il y a 2 frères qui se disputent pour diriger un parti. Ils se sont trouvés 2 frères pour dire leur contraire. En Pologne, il y en a eu des jumeaux. On a comme ça une espèce de rabougrissement familialo-dynastique de la démocratie. Et dans beaucoup de pays, on a un autre phénomène, c'est le fameux too close to call. On n'a pas réussi à déterminer si Gore et Bush s'étaient séparés. En Espagne, ça a été serré. En Allemagne, ils ont failli, ils ont été obligés de gouverner ensemble. Tellement. Oui, ça se rabougrit. Pascal. Oui, sur ce que disait Denis McShane, la transition. Qu'est-ce que c'est la transition? C'est essentiellement lié à la conjoncture de crise qui interpelle les catégories politiques classiques, traditionnelles, qui rentrent en crise. Vous savez, un marxiste italien, Gramsci, que les fascistes avaient mis en prison et qui avait le temps de réfléchir en prison, ce qui n'aurait pas été forcément le cas s'il avait été en dehors de prison, disait qu'est-ce que c'est que la crise? C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. Et je crois qu'on est au cœur de ça pour les catégories politiques. Hein. Alors, très brièvement pour la France, le vieux meurt. Qu'est-ce qui est en train de mourir? Eh bien oui, d'une certaine manière, le clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, on se sent de gauche, on se sent de droite, mais de plus en plus, une majorité de Français vous disent ces catégories ne servent plus à rien pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Premier élément.
Donc nos catégories idéologiques sont rentrées profondément en crise avec leurs référents, la social-démocratie, le libéralisme, etc. Deuxièmement, ce clivage politique français, il renvoyait à un clivage de classe. Il y avait derrière ce qui donnait du sens, des milieux sociaux qui s'affrontaient au travers de la gauche et de la droite. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Je vous rappelle qu'en 2007, une majorité de la classe ouvrière vote à droite et non pas à gauche. Et troisièmement, ça renvoyait à deux France. Il y avait deux Grandes-Bretagnes, mais il y avait aussi deux France. Il y avait cette France de gauche, cette France de droite. Tout ça est en train de se lézarder. Et de nouveaux clivages apparaissent qui brouillent énormément la donne politique. Le clivage sur l'Europe, on l'a vu en 2005, on l'avait vu bien sûr au moment de Maastricht, et là, regardez comme il revient. Je regardais les données de l'Ipsos sur les Français par rapport à la sortie de l'euro. 36% de Français disent aujourd'hui il faut sortir de l'euro, et dans les catégories populaires, c'est une majorité absolue. Absolue. Bon, donc on voit bien que c'est le scénario de 2005 qui se rejoue quelques années plus tard. Le clivage sur la mondialisation, et le clivage aussi par rapport à l'autre. Alors là, c'est merveilleux, vous voyez, quand on voit des jeunes de l'INSEAD, des jeunes du MBA interviewés, mais le monde, c'est merveilleux, le monde, ça doit être avant l'Europe et même avant la France. Mais attention, ça n'est qu'une toute petite partie infime de la jeunesse, tout ça, et des jeunes leaders. Il y a des jeunesses, il y a toute une jeunesse qui ne se retrouve mais absolument pas sur ces fondamentaux. Et puis le dernier élément, le clivage sur les valeurs. Il y a aussi, si vous voulez, nos sociétés sont travaillées par des valeurs nouvelles, ce qu'on a appelé, nous, Cevipof, le libéralisme culturel. Et ce clivage est un clivage qui travaille à la fois la gauche, la droite. Et regardez comment la gauche est empêtrée aujourd'hui. La gauche, elle est de plus en plus, pour aller vite, si vous voulez, bobo. C'est des bourgeois bohèmes, parce que les gens qui représentent la gauche, ce sont des bourgeois bohèmes. En France. Il y a très peu de syndicalistes, d'ouvriers venus de la base, de salariés venus de la base. Ce sont des bourgeois bohèmes. Mais ils s'aperçoivent que s'ils veulent renouer avec le peuple, ce n'est pas sur les valeurs de bourgeois bohèmes qu'ils renoueront avec le peuple. Donc tout ça pose de multiples questions et met les catégories de la gauche et de la droite, et bien sûr le mode de scrutin nous y appelle, les institutions de la Ve République nous y appellent, mais de plus en plus les gens vont se rendre à une élection qui est une élection dans laquelle les camps qui s'affrontent, d'une certaine manière, s'affrontent de plus en plus dans un théâtre d'ombre. Passionnant. Robert, vous voulez juste un petit mot? Oui, je rebondir sur ce point parce que c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas autant de clivage que ne le laissent penser les débats et les alliances. Et c'est frappant ce qui s'est passé sur le nucléaire. On a seulement que les socialistes signent un accord avec Europe Écologie, mais dans leur communication pensent comme l'UMP. Et donc on a même le sentiment que moins il y a de clivage, plus l'opposition est violente. Comme si du coup, elle allait sur un autre registre que le fond, elle va sur les personnes, etc. Et on aurait besoin qu'il y ait un petit peu moins de clivage en réalité pour passer à autre chose. Parce que du coup, on est tout le temps d'un extrême à l'autre. C'est soit très bien, soit très mauvais. Et donc du coup, on attend toujours... Nous retrouvons le théâtre cher à Christophe. Je retiens de l'intervention de Pascal qu'il faudrait peut-être envoyer les gens en prison pour qu'ils aient le temps de produire des idées. Mais enfin, c'est peut-être un petit peu radical. Non, deux secondes. Pour les membres à l'époque du mouvement communiste, c'était presque leur rendre un service d'être en prison afin d'avoir la capacité de réfléchir. Voilà. Brice, la situation que vient de décrire brillamment Pascal, c'est quelque chose qui complique fortement ton rôle de sondeur, puisque précisément, on est dans un univers terriblement mouvant. Oui, mais ce qui complique, moi je ne crois pas que le clivage gauche-droite, par exemple, ait disparu. Et ce n'est pas ce que Pascal, d'ailleurs, oui, tout à fait. Non. Il dit que... Il y a d'autres clivages qui se sont ajoutés, qui étaient des clivages connus, qui prennent de plus en plus d'acuité. Le clivage ouvert-fermé, mondialisation, anti-mondialisation, celui-là, incontestablement, c'est même le grand gagnant de ces 15 dernières années. Le clivage peuple-élite est toujours, et plus encore aujourd'hui qu'hier, extrêmement fort. Et le clivage gauche-droite, il est vrai que les Français nous disent qu'il n'est pas explicatif. Mais quand vous regardez sur toute une série de dimensions ce qui discrimine les Français, il reste en réalité très explicatif sur beaucoup de sujets des attitudes des Français. Donc la complexité, c'est que les trois clivages, moi je crois, sont présents et fonctionnent. Alors est-ce que la gauche est explosée et quelles seront, ce qui était la question initiale, les controverses possibles de l'élection? Il ne me semble pas que la gauche soit explosée. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au contraire, on est dans une situation économique, sociale, qui aurait dû faire monter en puissance l'extrême gauche et Mélenchon notamment.
Or, qu'est-ce que nous voyons? Un score, un bloc à la gauche du Parti socialiste ou du candidat socialiste qui est non seulement plus faible qu'en 2002, dans des circonstances qui étaient très particulières, mais également qu'en 2007. Si vous additionnez Mélenchon et ce qu'il reste de l'extrême gauche, vous êtes aujourd'hui en dessous de 10%. On n'avait pas ça auparavant. Donc moi, ce qui me frappe, c'est plutôt la reconstruction, on verra jusqu'où ça peut aller, mais la reconstruction d'un bloc de gauche autour d'un PS hégémonique, dominant. Dans les élections intermédiaires, cela s'est aussi mesuré, et dans les sondages qui ne sont pas du vote, mais on mesure la même chose. Et puis, troisième élément, ce que j'ai remarqué, c'est que la primaire socialiste se gagnait au centre-gauche, contrairement à une mythologie, et non pas à gauche. Donc j'ai plutôt le sentiment qu'on a une refabrication d'une gauche social-démocrate qui avait été condamnée ou dont on disait qu'elle allait disparaître. Il me semble que ce n'est pas ça qui se refabrique. Alors sur la question des controverses maintenant, dans un univers où effectivement, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des zones où on a de plus en plus de mal à voir du clivage. Moi, je crois qu'il y a des clivages idéologiques extrêmement forts, extrêmement sérieux, et qui vont structurer cette présidentielle. J'en vois au moins 3, quand on analyse les enquêtes et puis le débat politique. D'abord, la question du travail et du rapport au travail, qui était déjà un thème central en 2007, me semble-t-il, reste un thème central dans l'argumentation politique, avec d'un côté la critique des 35 heures, de la retraite à 60 ans, la nécessité de restaurer la valeur travail, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui discrimine les électorats et qui joue donc un facteur important dans les controverses. Et je pense qu'on le retrouvera comme c'était déjà le cas en 2007. De l'autre côté, vous avez la question des inégalités. Et la question des inégalités, c'est quelque chose qui est un marqueur aussi, vieux comme le monde, mais plus vrai que jamais, des électorats de gauche et socialistes. Parmi les valeurs, parmi les thèmes de préoccupation, c'est très simple. Les inégalités, c'est ce qui type l'électorat de gauche. La question des déficits, du travail, et de manière plus lointaine, c'est ce qui type l'électorat de la droite parlementaire. Et la question du déclinisme et de l'immigration, c'est ce qui type l'électorat du Front National. Donc je trouve qu'il y a des controverses qui sont toujours là, idéologiques, et qui vont continuer. Le travail d'un côté, les inégalités de l'autre. Et au centre de cela, une hypothèse, c'est que la fiscalité jouera un rôle majeur dans cette campagne présidentielle, puisque c'est un des derniers leviers qui peut nous dire comment on fabrique une politique éventuellement différente et comment on peut juger cette politique soit négative, soit positive. Or, il y a là une hostilité de l'immense majorité des Français à une hausse de la fiscalité qui est très forte. Je pense donc que l'actuelle majorité l'utilisera, cette hostilité. Et c'est en même temps, si ce n'est le cœur, du moins un des éléments extrêmement importants du dispositif de François Hollande. Je serais donc très étonné que nous n'ayons pas une controverse majeure au cours de cette campagne électorale sur la question de la fiscalité. Alors, nous nous étions posé ce matin la question de quelle fiscalité ensuite. Ce matin, je crois qu'il y avait un large accord sur le fait qu'il ne fallait pas forcément qu'elle augmente, mais il fallait qu'elle se restructure. Et c'est peut-être ça une des pistes. Denis, mais juste 20 secondes sur ce que vient de dire, puis ensuite, on va conclure très rapidement ce débat sur 2012. Oui, simplement, je me demande, c'est pas pour moi à parler sur les décisions des Français dans quelques mois, mais si on n'aime pas plus d'équilibre en Europe. Pour le moment, l'Europe est totalement dominée par le centre-droite, pas la droite dure, mais la Commission, le Parlement, le Conseil européen, c'est Merkel, c'est Sarkozy, c'est Cameron, c'est Rajoy, maintenant c'est Monti, c'est Tusk, c'est Reinfeldt. Donc la gauche est totalement écrasée par ses propres fautes, mais à un certain moment, je pense que le peuple veut un certain rééquilibre. Et peut-être, si M. Hollande peut trouver des bons mots d'ici mai, les Français vont répondre à son appel en disant oui, peut-être un président à gauche, une Assemblée nationale à droite, ou vice-versa, un certain rééquilibre. Parce que quand l'Europe est totalement dominée par une seule famille politique, l'Europe va très mal. Tout le monde rejette une dominance d'une seule idéologie ou tendance politique. À partir du moment où il sera peut-être difficile, même s'ils existent, de faire apparaître les sujets de clivage, évidemment, on est obligé de se poser la question des profils et des stratégies personnelles des candidats. Comment vous analysez au jour d'aujourd'hui, et en prenant la précaution maintes fois évoquée depuis le début de ce débat, que tout ça n'est pas encore dévoilé de la part des intéressés, mais comment vous conseilleriez, notamment aux deux candidats principaux, de droite et de gauche, Hollande et Sarkozy, de se positionner en termes, j'allais dire, personnels et pas simplement en termes politiques? Qu'est-ce qu'attendent les Français? Est-ce que c'est l'hyper-président à la Sarkozy,
en ce moment, essayant de lutter contre la crise, ou est-ce que c'est le fameux président normal, même si le mot, il ne l'a pas forcément repris systématiquement à son compte, mais qu'avait évoqué François Hollande? Pascal. Oui, là on touche le Janus bifront qu'est le président de la République sous la Ve République. Il y a deux visages. Et la société évoluant, le visage premier qui avait été fixé dans le marbre par le général de Gaulle, c'est-à-dire le visage d'un président surplomb, d'un président hiératique quelque part, cette face est de plus en plus concurrencée par ce qu'on pourrait appeler un président comme tout le monde. Hein, l'homme ordinaire, aurait dit Robert Musil. Hein, aurait dit François Hollande, le président normal. Hein. Alors, on a vu ces deux faces s'affronter, ces deux rôles s'affronter, souvenez-vous, en 2007. Parce qu'il y avait d'un côté, en effet, celui qui laissait annoncer le retour sous une forme moderne d'un président en pleine puissance, l'hyper-président. Le volontarisme. Le volontarisme. Et puis, il y avait une candidate socialiste qui disait, ben voilà, je pense ce que pensent les Français, je vais faire une campagne participative, etc. On était en plein un président qui vous ressemble, votre voisin de palier, celui qui habite au-dessus, en dessous, etc. Ces deux faces de la présidence sont en tension, et sont en tension aujourd'hui, d'une certaine manière un peu maladroite peut-être, c'est ce qu'a voulu dire François Hollande lorsqu'il a avancé dans le débat cette notion de président normal. Alors, l'hyper-président est appelé aussi par le quinquennat. Le quinquennat est l'inversement de l'ordre des élections, appelle en quelque sorte l'hyper-président. Et ne prenons pas la forme de l'hyper-président pour le fond de l'hyper-président. L'hyper-président, mais ça a toujours existé sous la Ve République. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Mitterrand était un hyper-président. Giscard était un hyper-président. Pompidou était un hyper-président. Et le général de Gaulle était un hyper-président. Jacques Chirac, c'est un peu plus complexe. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu plus complexe. C'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça, vous voyez qu'il y avait une parenthèse, je suis passé par-dessus. Hein, parce qu'en effet, l'exercice de la présidence par Chirac n'obéit pas tellement à ces canons de l'hyper-présidence. Il est un peu atypique dans la chaîne des présidents sous la Ve République. Alors, la crise, à mon avis, rajoute un élément sur cette notion d'hyper-présidence. On ne s'attend pas, dans la conjoncture actuelle, à ce que le président se contente d'être un président normal. On sait très bien qu'à conjoncture atypique, on a besoin aussi d'une personnalité peut-être atypique. Et dans une conjoncture très difficile pour la droite, si la droite gagne, elle va contre une loi presque de la Ve République. Jamais un même camp n'a gagné 4 fois de suite une élection présidentielle. Jamais. Alors, on viendra au pronostic. Voilà. N'avancez pas trop vite sur les pronostics. Donc la tâche n'est pas facile. Mais au travers de cette dimension, hein, qui est au fond la personnalité de celui auquel on confie le bateau France, il y a peut-être aujourd'hui, dans la concurrence entre les 2 ou 3 peut-être principaux candidats, il y a une carte à jouer pour le président sortant. D'une certaine manière, le troisième, je pense que c'est à François Bayrou que vous faisiez allusion, c'était pas Marine Le Pen. Oui. Bon, est-ce que lui réussirait peut-être pas mal le mixte? Oui, à condition, en effet, parce que d'une certaine manière, il a l'antériorité sur un enjeu décisif qui est aujourd'hui la dette publique. C'est le premier il à en avoir parlé. Il a préempté le Oui. terrain très tôt. Oui. C'est le premier à en avoir parlé, à avoir senti l'importance de cet enjeu. Mais on sait très bien que lorsqu'on est dans la position qui est la sienne, c'est-à-dire une position centriste, je sais qu'il n'aime plus le mot, il parle de centrale, bon, alors une position centrale, il faut, pour pouvoir peser dans le débat, se nourrir de la déception vis-à-vis d'un des deux camps. Et ce qui avait fait son score de 2007, c'était la déception vis-à-vis de la candidate socialiste. Bayrou n'existera que s'il y a en 2012 le même phénomène
de déception par rapport aux candidats. Et vous conseillez implicitement à François Hollande de corriger le tir sur son normal. Hein. C'est ce que j'entends derrière vos propos. Oui. Alors, Brice a demandé la parole, ensuite Christophe, et ensuite la dernière question sur la partie 2012. Monsieur Bayrou est l'avenir et il sera toujours, n'est-ce pas? Brice, en deux mots, sur la dimension personnelle. Nicolas Sarkozy, en 2007, avait clairement identifié une attente réelle des Français et qui est toujours d'actualité, celle d'une présidence active. Donc l'idée d'une présidence arbitrale, si tant est qu'elle ait effectivement existé dans le passé, de toute façon ne correspond pas aux attentes des Français. Moi, je ferai juste le distinguo entre l'hyper-président et l'omniprésident. L'hyper-président, je veux bien peut-être, c'est-à-dire un président actif, mais centré sur l'essentiel. L'omniprésident, c'est-à-dire le président actif sur tout sans hiérarchie des enjeux, ça, certainement pas. Ça ne veut absolument pas dire, pour le coup, une présidence normale. Ça veut dire une présidence active, mais qui est recentrée sur ce qui est structuré, voilà, avec aussi une capacité de délégation et un rôle du Premier ministre auquel, un, les Français sont attachés, et deux, dont on a vu que finalement, il était fort utile, notamment depuis quelques mois. Christophe, sur cette question de personnalisation des candidats. L'hyper-président tel que l'a pratiqué Sarkozy, ce n'est pas un hyper-président, c'est au contraire un hypo-président, puisqu'il se précipitait sur le moindre fait divers, la moindre corporation en grève, le moindre morceau de verglas sur une autoroute, il était là. Et donc ça voulait dire qu'il était bien en dessous de sa fonction. Il voulait être en effet partout, il n'était pas au-dessus. Donc l'hyper-président dans l'idéal, ou l'ultra-président, ça serait celui qui se présenterait au-dessus de la mêlée, qui verrait au-delà des problèmes. En tout cas, il essaye de le faire. Moi, si j'avais un conseil à donner aux deux candidats principaux, je dirais à Sarkozy, pas bouger, et à Hollande, bouger. Sarkozy, pas bouger, parce qu'il a trouvé cette forme de hauteur depuis l'année dernière, avec la crise avec la Libye notamment, et puis avec un changement de style personnel, et avec les bienfaits du vieillissement dont je dénonçais tout à l'heure les ravages. Sur mes fameux 3V, sur la vérité, Sarkozy, avec son sens de la pédagogie, remplit plutôt bien le bulletin. Il est, à mon avis, de ce côté-là, plutôt au-dessus de la moyenne. Sur le vite, il a montré qu'il était aussi capable d'agir rapidement, même s'il a agi plus rapidement en 2008 sur la crise purement financière qu'il ne peut le faire là sur la crise des États, puisqu'il agit très 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 vite pour faire un plan avec Angela Merkel, et patatras, le lendemain, Papandréou annonce un référendum et tout est par terre. Il agit très 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 vite pour avoir un traité, et le soir même, Standard & Poor's annonce que les AAA sont menacés, et patatras, tout est caduc. Donc le vite de Sarkozy est parfois un peu dangereux. En revanche, pour la vision, il est comme les autres en échec. Quant à Hollande, je lui dirais bouger, parce que lui, sur les 3V, il a du retard. Il a vraiment du retard. Sur la vérité, on sent bien que c'était le meilleur des candidats socialistes de ce côté-là, et à mon avis, c'est pour ça qu'il a triomphé, non seulement des candidats qui se sont présentés contre lui, mais je pense qu'il aurait triomphé sans difficulté de Dominique Strauss-Kahn. La vérité, il l'avait en lui. Mais il y a eu les 60 000 emplois, mais il y a la retraite à 60 ans, mais il y a le bagage bien lourd du projet socialiste d'Avril. Et donc le travail de Michel Sapin, qui est de faire rentrer du rêve dans la vérité, c'est un peu compliqué. On verra en janvier, et là j'en arrive à mon deuxième V, c'est trop tard, c'est pas assez vite, si Hollande arrive à terminer le travail de vérité. Mais là encore, pour la vision, il n'y est pas non plus. Alors Bayrou, pour faire un sort à Bayrou, la vérité, il a un antécédent. C'est vrai que 2007, c'est l'homme qui nous a dit la dette, la dette, la dette. Ça a fait ricaner, puis ça a marché. Il n'a pas la vitesse, c'est-à-dire que s'il gagnait, il peut gagner, hein, il peut être face à Marine Le Pen, il peut y avoir un jeu, il peut aussi gagner l'autre échéance, ce qu'on n'évoque pas, mais n'oublions pas que derrière il y a les législatives et qu'un Sarkozy réélu d'une courte tête pourrait très bien se retrouver soit en cohabitation avec la gauche, 50 triangulaires avec le FN, des députés de droite par terre, il est en cohabitation, soit avec une majorité introuvable qui ferait de Bayrou un éventuel Premier ministre, à défaut d'appeler Denis McShane, qui serait beaucoup plus sage et beaucoup plus drôle pour nous tous. Et en revanche, Bayrou, pour le vite, il serait gêné parce qu'il faudrait composer cette majorité un peu, il n'a pas de parti, il n'a plus rien, avec qui gouvernerait-il? Et puis pour la vision, là c'est pareil, la vision de Bayrou, elle est réelle, elle est là, elle est comme les Pyrénées, elle est grande, elle est belle, mais elle est brumeuse. Donc, Robert, très rapidement, je suis toujours frappé en tant qu'acteur par ces débats, parce qu'à force de se poser des questions sur le profil du président, hyper-président, hypo-président, omniprésident, etc., on en oublie aussi de se poser à un moment donné la question sur le profil de la société. C'est-à-dire que quel rôle aussi pour la société? À force de penser aux sauveurs, on oublie notre propre responsabilité à nous. Donc ça m'intéresserait d'avoir peut-être dans la suite du débat l'éclairage de nos intervenants sur ce que l'on doit faire nous aussi en tant qu'acteurs pour que le prochain quinquennat soit réussi. Alors, on va y venir, mais pour clore 2012, j'avais promis la question et elle commence déjà à surgir. Je vais vous demander aujourd'hui
Et j'insiste sur aujourd'hui parce que les sondeurs nous disent toujours que les sondages sont valables aujourd'hui et ne sont pas un pronostic. Mais aujourd'hui, quel est selon vous le candidat qui a le plus de chances d'être élu en 2012 ? Et ce n'est pas 20 minutes pour chaque réponse, hein, c'est un nom. Christophe ? Moi, je pense qu'on va perdre notre triple A, qu'on ne paiera plus les fonctionnaires, que la foule va descendre dans la rue, qu'il y aura la révolution et qu'il n'y aura pas d'élection. Et qu'à ce moment-là, l'armée anglaise menée par Denis McCain viendra nous sauver. Non, plus sérieusement, j'ai tendance à penser quand même, puisqu'on est dans des défauts relatifs, qu'il faut choisir le moins mauvais, à défaut de trouver le meilleur, j'ai quand même l'impression qu'il y a dans la tête de beaucoup de Français une raison intime, personnelle, de punir Sarkozy. Et je constate qu'il remonte son retard au premier tour, qu'il n'a pas encore rattrapé le début du commencement de son retard dans les simulations de second tour, comme si, quand on doit dire au premier tour on choisit, certains reviennent vers le choix Sarkozy, notamment cette droite qu'il avait quittée pour aller protester avec Marine Le Pen. Mais quand on est dans le deuxième tour et qu'on se dit au deuxième tour on élimine, l'élimination se fait au détriment de Nicolas Sarkozy. Est-ce le Fouquet's ? Est-ce l'EHPAD ? Est-ce son style ? J'ai l'impression que beaucoup de Français, quand ils regardent dans le rétroviseur, ils voient qu'eux, ils ont perdu leur emploi, qu'ils ont perdu leur épargne, qu'ils ont perdu leurs rêves, qu'ils ont perdu leur certitude que leurs enfants feraient mieux qu'eux, et que le président, il faut qu'il perde son boulot. Voilà, comme s'il s'agissait d'une cérémonie expiatoire. Mais je me trompe peut-être que cette version ésotérique va buter sur d'autres ésotériques. On sait que l'exercice que je vous propose est simpliste et caricatural, mais enfin bon, je pense que on l'a tous dans la tête, donc j'assume. Pascal, je sais que vous détestez plus que jamais ce genre de questions, mais néanmoins, il faut y répondre. Oui, non, mais moi je partage largement le sentiment de Christophe, sachant que il y a peut-être un problème de stratégie à droite. Le président a estimé, en effet, dans la continuité de ce qu'est l'UMP depuis 2002, qu'il fallait créer un pôle hégémonique à droite. Mais créer un pôle hégémonique quand il n'y a plus de partenaires dans la logique du second tour, c'est une stratégie qui peut être gagnante au premier tour. Et la lente progression de Nicolas Sarkozy montre qu'il y a là, au fond, quelque chose qui n'était pas absurde, mais il lui manque un candidat de l'UDF renouvelé. Il lui manque, sur son centre droit, un candidat de l'UDF. Donc c'est trop tard. Il a eu tort de tuer Borloo ? C'est mon sentiment, pas en tant qu'observateur, c'est mon sentiment personnel. Il y a besoin d'une voiture balai pour ramasser cet électorat qui, aux côtés de l'électorat de l'UMP, peut faire les victoires. Alors, il reste quelque chose du côté de Bayrou. Alors, mais comment transforme-t-on un candidat de l'hypercentre en candidat de centre-droit en 5 mois? J'aime mieux être à ma place d'observateur qu'à la place du président. Denis, il y a le report des voix du FN aussi. 70% de report en 2007, 30% aujourd'hui. Ouais. Denis, votre pronostic, et pas votre souhait, parce que le souhait, vous nous l'avez déjà donné tout à l'heure. Votre pronostic. Ok. Bon, je suis l'admirateur d'une partie de ce qu'a fait le président. J'admire beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour les lister des actions d'intervention de M. Sarkozy, mais en même temps, j'avais toile de fond dans mon bureau sur le discours de Toulon. Tout ce que j'entendais, c'était immigrés, immigration, immigrés, immigration, immigrés, immigration. Et je me suis dit, vous êtes président de tous les Français. Et ça, c'est son problème. M. Mitterrand et M. Chirac étaient réélus quand il y avait un gouvernement formé par leurs opponents, n'est-ce pas? Donc, si M. Sarkozy veut gagner, tout de suite installer un gouvernement socialiste. Il manque la cohabitation. Sinon, je crois si M. Hollande peut trouver les mots, et ça va jouer sur les débats, la télévision dans les dernières 3 semaines, si M. Hollande peut trouver les mots, écarter les germanophobies, cet assaut contre Mme Merkel comme le Bismarck d'aujourd'hui, que je trouve horrifiant, raciste et xénophobe. Si M. Hollande peut offrir une vision d'un socialisme ou un gouvernement plus moderne, rationnel, donc je pense qu'il peut passer. Mais pour le moment, je ne sais pas. Brice ? Gilles est quand même d'une redoutable perversité parce qu'il a l'air d'introduire une question nouvelle qu'il avait déjà posée en réalité l'année dernière. Et l'année dernière, moi je me souviens avoir répondu en disant que l'élection était extraordinairement mal positionnée pour le président actuel
mais qu'elle était encore ouverte parce qu'il y avait des choses qu'on ignorait, notamment qui serait le candidat socialiste et comment allaient se dérouler les primaires. Donc on y voit un peu plus clair, et moi je ne me réfugie pas, en plus je vais aller encore plus loin, vers la précaution d'usage, c'est vrai, de beaucoup de mes confrères et parfois de moi-même, qui est de souligner à quel point c'est une photographie, à quel point il faut être prudent. Bon, mais il faut être aussi un peu sérieux. On ne peut pas remettre des indicateurs de vote à des clients et leur dire « voilà quelle est la photo, mais vous savez, demain, c'est peut-être totalement différent ». Donc je pense qu'il y a un film qui est en train de se dessiner. Il y a, à l'occasion de chaque élection présidentielle, une question centrale qui est de savoir le rôle exact de la campagne électorale. La campagne de 1995 a imprégné l'idée que les choses se jouaient au dernier moment, en février et mars. C'est un modèle, et c'est un modèle effectivement qui a beaucoup fonctionné. Mais il y a un autre modèle qui est qu'en réalité, les choses peuvent s'être jouées très longtemps à l'avance. Et on sent bien qu'il y a un certain nombre de choses qui plaident aussi pour ce modèle. Donc très clairement, moi, si on doit mettre la tête sous le billot, je pense que François Hollande sera le vainqueur de cette élection, parce qu'il y a eu, jusqu'à maintenant en tous les cas, crise du résultat et des illusions par rapport aux engagements de 2006-2007, et puis parce qu'il y a un éloignement du président de la République avec une partie importante des Français, et notamment, j'y reviens, des milieux populaires, la coupure me semblant ici définitive et radicale. Donc je m'attends plutôt à un rééquilibrage partiel. Ça, c'est incontestable. On le voit à l'œuvre. Il est logique, il est normal. La dynamique est aujourd'hui du côté de Nicolas Sarkozy, et c'est un point important à souligner, notamment dans le contexte de crise, mais l'arithmétique pèse malgré tout de manière écrasante. Donc rééquilibrage, c'est très probable, j'achète tout de suite. Inversion de la tendance, ça me semble aujourd'hui, en tous les cas, improbable. Et je crois qu'on s'accorderait tous à penser que si Nicolas Sarkozy y parvenait, on dirait tous « chapeau l'artiste ». Merci messieurs, vous avez été courageux sur la description de 2012 et de ses enjeux. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe tout de suite aux conditions? Clara Guémard, au premier rang, s'il vous plaît, le micro. Il n'y a pas de micro. Si, il y a un micro. Il y a un micro. Il y a toujours un micro. Mais il ne marche pas. Il faut appuyer dessus, c'est tout. Oui. Bon, ça ne marche pas. Vous m'entendez? Je vais me lever. Vous avez beaucoup parlé d'une façon un peu déprimante des deux candidats en lice, disons. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et sur l'analyse de la situation de la société politique française, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un élément, c'est mieux, qui est le réveil des consciences et que finalement la crise met en face un réveil des consciences qui ne se fait pas simplement d'ailleurs au niveau politique, mais qui se fait aussi au niveau des chefs d'entreprise et au niveau de la population, avec le sentiment qu'on est en face de très grands déséquilibres qu'on n'a pas voulu voir, que la troisième étape qui est de ne pas accuser son petit copain, dire que c'est les banques, dire que c'est les politiques, dire que c'est Angela Merkel, dire que c'est Sarkozy, dire qu'on n'a pas encore franchi l'étape de considérer qu'on est tous responsables, parce que on n'a tous pas voulu entendre le message de la dette, on a tous voulu vouloir continuer à consommer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le sujet aujourd'hui du débat politique, ça va être le réveil des consciences? Qui veut répondre à ces questions? Christophe, un petit mot? Pour que les consciences se réveillent, il faut que quelqu'un allume la lumière. Et de ce côté-là, je trouve qu'on n'est pas très gâté, on n'est pas bien loti du côté des politiques. C'est vrai qu'il y a ce côté, on ne veut pas regarder notre propre responsabilité. Néanmoins, il y a des tas de débats, il y a des tas de tribunes, il y a des tas d'écrits qui montrent que de ce côté-là, la population progresse. Après, il y a autre chose, je pense, qui pèse aussi. C'est le fameux pessimisme français. On avait publié les résultats d'une étude sur la jeunesse faite avec Fondapol au début de l'année 2011. La jeunesse française était la plus pessimiste sur l'avenir. Il n'y en avait qu'une qui était plus pessimiste, c'était les Grecs. Donc c'était dire, nous sommes quand même dans un pays qui a craché sur son équipe de rugby quand elle a gagné en demi-finale et qui l'a glorifiée quand elle a perdu en finale. C'est quand même un paradoxe français très sympathique, mais bon. Donc dans cette névrose-là, dans ce mea culpa permanent-là, il y a une responsabilité du caractère français. Pour ça, il faut que quelqu'un secoue le peuple et dise, voilà, non seulement on va tous se regarder, tous dire qu'on est responsable, mais on va se lever, se bouger. Mais ça nous ramène à un vieux modèle français qui me semble là aussi épuisé, c'est l'homme providentiel. Et donc la lucidité sur le personnel politique tue dans l'œuf le mythe de l'homme providentiel, et la difficulté de la situation, plus notre complexe général à se laisser mourir à petit feu, réveille le rêve de l'homme providentiel. Donc moi j'ai bien peur qu'en 2012,
on soit plus sur le Titanic que au jubilé de la reine. Voilà. Alors, on va ouvrir le... Merci Christophe. On va ouvrir pendant peu de temps. On va peut-être changer d'ailleurs un tout petit peu notre fonctionnement parce que sinon vous allez crier famine. Sur le quinquennat réussi, au lieu de vous poser à tous les mêmes questions, je vais vous poser la question essentielle. Quel est, selon vous, l'enjeu politique majeur, donc structurel, donc agissant fortement sur la transformation du pays, qui vous semble devoir être traité au cours des 5 prochaines années, quel que soit le président élu? Là, on n'est pas en politique politicienne. Aujourd'hui, le président de la République, en haut de la liste, quel est le sujet qui doit traiter en priorité? Est-ce que c'est la déprime française? Est-ce que c'est une intégration européenne plus poussée? Est-ce que ce sont des réformes institutionnelles spécifiques? Je vous demande d'y répondre les uns après les autres, et ensuite nous conclurons. Brice. Moi, je crois que c'est d'assurer la cohésion de ce pays qui me semble être très fracturé, très fragilisé, très inquiet, même si dans le réveil des consciences, il y a des choses qui sont positives. Il y a l'intégration des enjeux maintenant des déficits publics, et puis le fait que cette campagne électorale se déroule sous les auspices des enjeux économiques me paraît une bonne chose, ça me paraît sain, ce sont ça les vrais problèmes du pays. Mais je pense que au-delà des immenses chantiers qui attendent le prochain président de la République, que ce soit en matière de déficit, de croissance, d'emploi, enfin tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, je crois que l'enjeu le plus important, c'est d'arriver à rassembler ce pays qui me semble divisé, fracturé et parfois traversé par des logiques de ressentiment extrêmement importantes. Denise, même question. Oui, je crois que c'est le même en Angleterre, c'est le même en Allemagne. On vit maintenant dans une économie et société des sabliers, n'est-ce pas? Comme ça. Avec, c'est pas d'escale, c'est simplement, il y a trop de riches. La fin des moyennes. Et il y a trop de pauvres en bas, et on manque, la ceinture est trop élégante et serrée. Et c'est recréer ça. Je suis avec Bertolt Brecht. Zuerst das Fressen, dann kommt die Morale. Donner à manger, après prêcher des sermons, remoraliser les gens. Et nous, les 68 les baby boomers en anglais, nous avons confisqué la richesse des dernières 40 ans et on ne sait pas le transférer à les prochaines générations. Par des impôts non, transferts directs non, limites sur les salaires difficiles. C'est là le défi, il me semble, mais je suis confiant qu'après l'ère de transition, on va résoudre ce problème. Combien de temps la transition, selon vous, sérieusement? Sérieusement, les décennies 70 étaient une décennie de transition entre les 30 glorieuses et les prochaines étapes. Donc, une bonne 5 ans. Mais le pays va arriver prochainement... va arriver à la propre vitesse. La réélection d'Obama pourrait aussi donner un impulse parce qu'un président avec un deuxième 4 ans a la possibilité de faire bouger des choses. Et j'espère, si c'est M. Sarkozy ou c'est M. Hollande, que la France aussi offre un peu de leadership dans l'Europe. Sous Mitterrand, sous De Gaulle, il y avait des leaders. Franchement, depuis 20 ans, la France manque au leadership, d'un rôle de vrai leader, pas le seul leader de l'Europe. Et aussi, oui, l'Europe est composée de 27 membres de l'Union européenne, 46 membres du Conseil de l'Europe. Et l'idée que Merkozy représente toute l'Europe est une grande erreur. Ça, j'ai cru l'entendre déjà ce matin. Pascal, l'enjeu essentiel de ce quinquennat? C'est recréer de la confiance. Une démocratie ne vit pas sans cette vertu, au sens où Montesquieu disait que dans chaque régime, il fallait une vertu dominante, la confiance. Ceux qui ont inventé la démocratie représentative à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, disent ça ne peut marcher qu'avec de la confiance. Or, comment marche une démocratie dans une société qui est devenue une société de défiance majeure? Alors, Madame Guémard disait, mais vous présentez un tableau sinistre. Le tableau n'est pas sinistre à tous les étages, heureusement. Les Français, on pourrait être simple en vraiment 2 minutes. Les Français, il y a une confiance en bas et il y a une défiance vis-à-vis du monde d'en haut. Que ce monde soit le monde médiatique, le monde intellectuel, le monde politique ou le monde économique. Voilà. Là, il y a une défiance majeure en France vis-à-vis de ces acteurs. Mais en revanche, il y a une confiance. Les Français ont confiance en eux-mêmes, ils ont confiance dans leurs proches,
Et il y a même une confiance sociétale, confiance dans les autres qu'on rencontre dans la société. Hein, même si sur certains aspects ça peut se dégrader. Mais grosso modo, des masses de Français ont confiance en eux-mêmes et dans les autres. En bas, il s'agit, mais est-ce qu'une campagne c'est le meilleur moment? Peut-être. Il s'agit pour les candidats qui vont s'affronter, je déteste ce terme de la haute distribution, mais de positiver ce mouvement de défiance et de, à partir de la confiance qui est en bas dans la société française, hein, de la faire vivre au niveau de la scène politique et de la campagne électorale pendant les 6 mois qui viennent. Si on ne fait pas ça, ce sont les forces du refus dans tous les sens du terme qui tireront leur épingle du jeu. C'est un sujet que les chefs d'entreprise connaissent bien, hein, dans leurs organisations. Christophe, l'enjeu clé? Confiance horizontale, défiance verticale. Je pense que la confiance verticale reviendra si le principal chantier est celui du travail. Je ne pense pas seulement évidemment au chômage, redonner du travail aux gens, mais faire en sorte que les Français souffrent moins dans leur travail, souffrent moins entre deux boulots quand ils doivent en changer, et puis aussi que tout le débat fiscal que Brice évoquait s'articule autour de cette fiscalité qui doit favoriser le travail et ne plus le pénaliser, notamment en pénalisant l'acte d'entreprendre, c'est-à-dire l'acte de création de richesse par la création d'emplois. Donc je pense que c'est vraiment le travail, redonner goût au travail, la valeur du travail, la faisabilité du travail, bien vivre au travail, qui doit être le prochain chantier du président. Enfin, je voudrais dire à Denis McShane que si la France et l'Allemagne ne représentent pas l'Europe, l'Angleterre représente assez bien toute l'anti-Europe depuis 40 ans. Ah, il a le droit de répondre. Il a le droit de répondre. Il a été mis en cause sauvagement. Réponse à gauche. Si on est si anti-européen que ça, pourquoi c'était la France qui a dit non à la Constitution il y a 6 ans? Et pourquoi 400 000 à 500 000 Français aiment bien vivre et travailler à Londres, qui est la capitale la plus dynamique de toute l'Europe? J'adore Paris. Y compris votre assistante, qui est française. Et 2 assistants qui sont des Je pense qu'il en faut 2, en effet. Et j'ai alors, excusez-moi, j'ai une toute petite histoire. Il y a quelques années, il y avait une serveuse française à la cafétéria, le petit restaurant des députés aux Chambres des communes. Elle est française, on parle en français, blablabla. Elle m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu es là? Parce que je peux obtenir un poste ici. Je voudrais bien me postuler pour un poste de service à l'Assemblée nationale, mais il faut une concurrence, il faut un pistonneur, c'est tout réservé pour les familles. Donc, je viens à Londres pour être un Français servant les députés parce que je suis interdit d'avoir cette fonction chez moi en France. Donc, on est à la service des Français et des Françaises qui pensent à une Europe un peu différente. Bien, merci. Frère Samuel, pour la conclusion personnelle, décalée, disait-il tout à l'heure, de cette table ronde politique. Alors d'abord, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le malaise, la profondeur du malaise sur la question politique, la profondeur du malaise dans le vécu collectif. Je ne suis pas tout à fait certain que la confiance soit à la base, personnellement. Beaucoup d'indices montrent l'inverse, dans l'espace familial, dans l'espace scolaire, dans l'espace même de l'entreprise. Et je pense qu'une des raisons, c'est ce que soulignait Brice, c'est l'inégalité, le sentiment d'inégalité profonde, même si elles ne sont pas toujours identifiées clairement, face à la crise. Je pense en plus qu'il y en a un autre qui se double de celle-là, c'est l'inégalité intergénérationnelle. On ne peut pas être crédible quand une génération entière envisage de laisser sur la tête de ses enfants une dette et un non-emploi tel qu'on est en train de l'envisager. La deuxième chose qui me frappe, c'est la violence de la réalité. Alors j'aime bien la vérité et la vitesse avec laquelle la réalité s'impose, qui montre qu'il y a un malaise, mais il y a une réalité derrière ce malaise. C'est l'intensité de la crise de fond politique en France, mais aussi en Europe, que l'économie rend encore plus visible. La troisième chose, c'est le théâtre des personnalités, mais qui apparaît, je suis assez d'accord, enfin, assez fantomatique et pas très consistant. Et puis, moi, j'entends les questions de fond. Hein. J'ai bien aimé la question de la vision, c'est-à-dire qu'à la fin, sans vision, que fait-on? Et pour moi, il y a trois niveaux de questions de fond. Celle de la vision, il n'y a pas de vision sur l'avenir, mais qui prétendrait pourrait en avoir une. Il n'y a pas de vision, mais ça, on pourrait en avoir une sur la fin des mondes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont finies. Le mode d'organisation démocratique de la Ve République est fini. Nous ne sommes plus dans la France ruralo-démocratique de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Nous ne sommes plus dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans un autre monde qui a complètement changé, qui réclame des structures politiques
Je ne parle même pas de l'organisation administrative de la France, de ces niveaux, ces différents niveaux. Mais là, il y a des fins de monde à tester, voilà, qu'il faut constater. Il me semble aussi que la question fondamentale de la vision, c'est qu'avons-nous à espérer? Et là, on n'entend personne nous dire quelque chose d'un peu consistant, c'est ce que j'ai entendu. Il y a un deuxième niveau, c'est pas seulement la vision, c'est la cohésion. Là aussi, je pense que j'ai entendu des questions de fond. Quelle raison avons-nous de vivre ensemble? Quelqu'un est-il capable de nous donner une bonne raison de vivre ensemble, autrement que l'obligation d'assumer un héritage historique et une obligation économique? Deuxièmement, comment vivre ensemble en intégrant les révolutions dont nous sommes l'objet? J'entends pas beaucoup de modernité là-dessus. Le dernier Conseil des ministres a envisagé de tourner autour de la question. Enfin, il y en avait un à Avignon, là, sur Internet. On est heureux que le gouvernement se penche sur la question Internet et les révolutions sociétales qu'elle implique. Ça a simplement 25 ans de retard. Et donc, les révolutions économiques, les révolutions technologiques, les révolutions de la communication et les révolutions sociales qui sont issues de ces révolutions, comment est-ce qu'elles sont intégrées dans la classe politique? Ça, la jeune génération n'entend pas du tout. Pour eux, c'est très clair, c'est des gens complètement décalés qui vont faire du décoratif en mentionnant ces choses-là, mais qui ne les ont pas intégrées comme mutation fondamentale irréversible à l'échelle, bien sûr, mondiale, mais à l'échelle... et qui touchent absolument tout le monde. Là, ce n'est pas simplement une élite. Hein. La mondialisation de la communication, ce n'est pas réservé aux jeunes qui sont à l'INSEAD, c'est absolument n'importe quel jeune. Et puis, le troisième niveau, pour moi, c'est celui de la confiance, qui est la grande question. Et effectivement, comment le politique envisage la crise humaine dans laquelle on est, la crise du sens? C'est-à-dire, en gros, c'est quoi l'humain, finalement, là-dedans? Qu'est-ce qui est pertinent pour que... Là aussi, la jeune génération perçoit très bien que ce n'est pas l'humanisme occidental européen qui a gagné la partie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est quoi l'homme de demain à l'échelle planétaire? Voilà. Et donc, il me semble que il n'y a pas de philosophie politique. Il y a pas de, soyons clairs, moi je suis un philosophe, il n'y a pas de pensée politique. On n'est même pas dans l'Aristote de base, qui est quand même le b.a.-ba, vous voyez, de l'apprentissage de l'alphabet politique. Il n'y a même plus de l'Aristote de base. On ne voit aucun, enfin, sauf les gens qui écrivent les discours des hommes politiques, mais on voit personne qui pense un petit peu avec des références philosophiques sérieuses. Voilà. Merci, frère Samuel. Robert, le mot de la fin. Alors très très rapidement, et avant de remercier bien entendu tous les intervenants, j'avais envie tout juste de revenir au début du débat sur cette histoire de Never Waste a Crisis. On voit bien qu'on a une vraie opportunité, mais il faut savoir la saisir, cette opportunité. Et peut-être que c'est une opportunité unique de faire de la politique différemment. Et je ne vois pas comment on pourra faire de la politique différemment si on ne se sent pas tous responsables et acteurs. Et c'est vrai que dans nos débats, on a tendance à sous-estimer la capacité de tous les acteurs de la chaîne démocratique en France à vraiment prendre leurs responsabilités, que ce soit les citoyens, la presse, les entreprises, etc. Si on sort de cette crise avec un sentiment de responsabilité plus fort et une prise de conscience, comme disait Mme Guémard, plus forte, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et je pense que ce débat nous montre bien qu'il faut encore faire évoluer. Voilà. Il y a du travail. Un grand merci à tous les intervenants de nous avoir permis d'approfondir cette question aujourd'hui.